Bienvenue à vous tous pour 300 millions de critiques, un nouveau numéro. Nous sommes, vous le savez, à l'Arche de la Défense, au dernier étage. Dans l'espace qui est dédié aux photojournalistes, il n'y a pas d'exposition en ce moment, mais nous reviendrons. Ces expositions sont toujours magnifiques. Nous sommes avec Mickaël Koussigou. Mickaël, bonjour. Je suis ravi d'ouvrir cette émission avant le sommaire avec vous. Vous êtes le directeur de l'Atelier des Lumières et vient de s'ouvrir un premier centre d'art numérique à Paris. Alors, je le disais, et tout le monde le sait, tous les grands artistes d'aujourd'hui utilisent pour travailler le numérique. Qu'ils fassent des installations, de la vidéo, ou même les peintres ou les sculpteurs comme Kunz. Qu'est-ce qu'on va trouver de particulier dans ce nouveau centre qui vient d'ouvrir ? Alors nous, c'est un centre d'art numérique immersif, c'est-à-dire qu'on utilise les projections pour permettre aux visiteurs de se retrouver à l'intérieur des œuvres d'art. Donc on a un dispositif de 140 vidéoprojecteurs qui permettent vraiment de créer un environnement autour d'un grand peintre, un grand nom de l'histoire de l'art. Et on commencera cette année avec Gustav Klimt. Oui. Donc les gens viennent et ils font connaissance avec toute l'œuvre de Klimt à travers, au fond, des vidéos qui sont projetées. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est une exposition numérique. Donc, on utilise plus de 3000 images combinées des œuvres de Gustav Klimt et on crée une véritable exposition numérique en images et en musique pour que les gens puissent, en poussant les portes, rentrer dans cette ancienne halle et découvrir l'ensemble des œuvres de Gustav Klimt. Donc, c'est absolument magnifique. Voilà, et donc qui se prête d'ailleurs très bien à la projection d'images, parce que Klimt était aussi un peintre décoratif, et donc on rentre vraiment comme si on rentrait un peu dans la tête de Klimt à travers ces projections. Alors on voit que des œuvres, il y a un aspect pédagogique, des présentations, comment ça se passe ? Non, on est vraiment dans une expérience. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment donner aux visiteurs, lui offrir une expérience artistique inédite. Donc on n'est pas vraiment dans la pédagogie, même s'il y a des panneaux qui sont installés, mais l'idée, c'est que les gens, quand ils vont pousser la porte, puissent découvrir Klimt d'une autre manière que celle qu'ils peuvent connaître dans les musées plus classiques. Et puis ça a l'avantage, évidemment, de réunir tous les tableaux du monde entier qui ne sont pas disponibles. Donc vous voyez tout Klimt, alors que partout ailleurs, évidemment, c'est tout à fait différent. Une question fondamentale, puisque ça vient d'ouvrir, tout ça se trouve où, Mickaël ? Alors, c'est dans le 11e arrondissement. Paris, donc Paris, au 38 rue Saint-Maur, donc en plein 11e arrondissement. Donc, c'est une ancienne fonderie, la fonderie Plichon, que l'on a entièrement réhabilitée. C'est un ancien bâtiment industriel qui fait 2000 mètres carrés. Et on va projeter ces images donc, sur le sol et sur les murs, donc sur 3300 mètres carrés à peu près de surface. Donc, un grand spectacle. Un grand spectacle. Mickaël, est-ce que vous avez déjà une programmation, puisque ça vient d'ouvrir avec Klimt, qui est prévue pour les mois qui viennent ? Alors nous, on va faire cette exposition jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 11 novembre, donc en continu donc dans l'atelier. Donc ça sera visible tous les jours, de 10h à 18h. Il y aura 2 nocturnes aussi, le vendredi soir et le samedi soir. L'idée aussi, c'est de s'ouvrir à la création contemporaine. Donc l'exposition numérique sur Klimt, c'est l'exposition principale, mais on aura aussi donc un lieu qui s'appelle le studio, dans lequel là, on laissera carte blanche à de jeunes créatifs, notamment des studios d'art numérique ou des jeunes qui travaillent dans le motion design et qui vont proposer aussi des œuvres numériques, mais plus contemporaines. Il y a un peu ce type d'expérience au Beau-de-Provence, où on fait... D'ailleurs, c'est un succès phénoménal. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que l'on exploite aussi. Ouais. Et est-ce que vous avez des problèmes de droit ? Enfin, comment vous fabriquez pour les artistes qui sont encore là, comment ça se passe pour les droits ? Alors, ce sont des négociations que l'on fait avec les ayants droit. L'idée étant que nous, on travaille avec des artistes numériques qui respectent évidemment toutes les œuvres. L'idée, c'est de ne pas changer les couleurs. C'est simplement quand même d'animer légèrement les tableaux pour leur donner aussi vie. Et tout cela est aussi mis en musique. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter toutes ces œuvres et toute leur originalité, mais sans jamais les dénaturer. Alors ça peut être assez difficile quand on utilise c'est un spectacle, quoi, en fait. Le numérique, c'est un spectacle, mais... Et une immersion. Ça va plus loin, c'est vraiment une exposition immersive, artistique. Pour nous, c'est une œuvre d'art numérique, à part entière.
On vous souhaite, pour ce premier centre d'art numérique à Paris qui est ouvert le 13 avril, le plus grand succès possible. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Abdelatif Kechiche revient avec Mektoub My Love, Kanto Uno, dans lequel il met en scène une bande de jeunes qui découvrent leurs premiers émois amoureux. Une des particularités de Kechiche est de travailler avec des acteurs débutants et de leur demander beaucoup. Nous parlerons de cette méthode qui a parfois fait débat. Françoise Hardy sort un 23e album studio, un album pour lequel l'interprète de messages personnels s'est bien entouré une fois encore. Nous en parlerons dans un instant. Longtemps assistant lexical, le dictionnaire est devenu un genre littéraire en soi avec le succès des dictionnaires amoureux de plomb. Le dictionnaire se décline désormais à toutes les sauces et chez tous les éditeurs. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous fera faire un tour du monde de l'actualité culturelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Voilà, et nous sommes pour traiter avec tous ces sujets. Nous sommes ravis d'abord de vous retrouver avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse qui est entièrement noir. Bonjour Guillaume. Son âme est claire. Surtout dedans. Et sa pensée est du domaine de la vision. Catherine Pépin de Radio-Canada. Ma chère Catherine, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour. Toute pleine de dentelles. C'est vous, Estelle. Moi aussi, j'en ai un petit peu. Complètement à l'ouest. Donc la dentelle de TV5 Monde. Bonjour, c'est Estelle Guillaume. Martin. À mon éveillé de TV5 Monde, je ne sais pas pourquoi j'ai accéléré sur son nom. J'ai bien tort, mon cher Amobé. C'est l'émotion. Bienvenue. Je suis ravi. Vous êtes à côté de Pascal Bourgault de la RTBF et évidemment de Laura Tenoudjian de France Télévisions, avec qui nous allons parler notamment, vous le savez, du web. C'est très important. Voilà un homme qu'on attend souvent au tournant, c'est Abdelatif Kechiche, qui est de retour donc avec un nouveau film long qui s'appelle Mektoub My Love, Kanto Uno. Premier volet donc d'une série mettant en scène une bande de jeunes qui découvrent les premiers émois amoureux. Le sujet est éternel, le sujet du désir. Une des particularités de Kechiche est de travailler avec des acteurs non professionnels, ou en tout cas les acteurs débutants, et de les pousser parfois dans des limites qui font polémique, encore une fois, comme ce fut le cas avec La vie d'Adèle, qui avait reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Nous débattrons donc autour des méthodes d'Abdelatif Kechiche, juste après la bande-annonce de Mektoub My Love, que voici. Commençons par aller, Michel. D'accord. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème avec Kechiche? Moi, je vous le dis carrément, pas du tout. Mais Ben voilà, vous avez répondu. Écoutez, moi, je pourrais difficilement répondre à ça dans la mesure où j'ai pas été sur les tournages. Donc, voilà, moi, je vois que le résultat de ce qu'il est capable de faire. En l'occurrence, ces résultats sont extrêmement intéressants. Ce dernier film aussi. C'est vrai que sur ce dernier film, les acteurs, actrices qui y ont participé ont été questionnés, puisqu'il y avait eu La vie d'Adèle auparavant. Chacun a dit, alors je ne sais pas s'ils ont récité une leçon, peu importe, mais là, tout le monde a dit que La ça vie s'est d'Adèle, passé... c'était Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos qui avaient considéré que c'était pas facile comme tournage. Exactement, qu'ils estimaient que Abdelatif Kechiche les avait vraiment poussés psychologiquement dans leur dernier tranchement, que c'était très compliqué, des horaires de dingue, une centaine de prises qui étaient faites pour arriver au résultat que lui souhaitait. En l'occurrence, les acteurs... Sur fond de sexualité, il faut quand même le faire. Aussi, absolument. En l'occurrence, les artistes de ce film-ci ont tous estimé que ça s'était merveilleusement placé, que c'était super, que c'était... Enfin, voilà, il n'y a pas eu un seul mot de travers jusqu'à présent. Et c'est vrai que le spectateur que je suis, lui, il s'intéresse... C'est toujours la même question, finalement. Est-ce qu'on s'intéresse au résultat ou est-ce qu'on s'intéresse à la façon dont l'œuvre a été créée? Alors après, on peut avoir la même discussion pour Ike et Tina Turner ou qui vous voulez, ou Heidegger, ou Par ou exemple, autres. Woody Allen, qui n'a pratiquement jamais donné la moindre indication à tous les comédiens qu'il a employés depuis le début de sa carrière.
D'accord. Ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors là, en Par l'occurrence... rapport à Hitchcock qui pensait que les acteurs, enfin on l'a souvent dit, étaient des abrutis complets. Donc si vous voulez, cette affaire est une affaire quand même curieuse, qu'on ne parle que de la méthode et pas du résultat. Catherine, par exemple. Oui, mais ce qui est intéressant avec Kechiche, c'est qu'il va chercher la matière première, sa matière première comme créateur, comme réalisateur, dans la biographie de ces acteurs amateurs. C'est vraiment sa façon de travailler. Par exemple, on a, dans le cas de Mektoub, le personnage d'Ophélie, qui est une jeune bergère. Alors, c'est totalement bucolique, une bergère à 7, qui s'assume pleinement dans son corps, dans sa sexualité, elle est magnifique. Et pour les besoins du film, pour les besoins du tournage, elle a vécu réellement dans une bergerie auprès de ses parents du film de tournage, et ça donne un naturel extraordinaire. On y croit complètement quand elle traite ses brebis, qu'elle leur donne le biberon, tout en dialoguant avec le personnage d'Amine. Quand elle parle de la mise bas, on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Hein. Exactement, il y a un côté très Une petite naturaliste. information, le héros principal, qui est donc ce jeune homme magnifique qui est éveillé à toutes les formes de désir possibles et imaginables. Au départ, quand il est allé à la rencontre de Kechiche, il croyait qu'il allait être régisseur. Et il s'est retrouvé avec le premier rôle. Donc, Ou effectivement, figurant. Oui, Oui. oui, ou à peine figurant. Oui. Et donc, c'est quand même effectivement quelque chose d'assez particulier. Ouais. Mais ça, Oui, il peut- Mais- et en même temps, ce que je comprends, c'est que Kechiche choisit des acteurs pour lui-même. C'est-à-dire que ces acteurs-là, même s'ils vont connaître un certain succès, parce que je souhaite que ce film soit vu par le plus grand nombre, ça ne veut pas dire qu'ils vont intéresser par la suite d'autres réalisateurs. Et ça doit s'appliquer, C'est un ça, vaste à débat. cette méthode-là. Et ça me fait penser à un film québécois qui a très bien marché, qui s'appelle Gabriel, que vous avez peut-être vu, de Louise Archambault, sorti il y a quelques années, sur une histoire d'amour entre une déficiente intellectuelle et son amoureux, lui aussi déficient. Et pour le rôle principal, elle a choisi une non-actrice, une actrice amateur qui s'appelle Gabrielle Marion Rivard, qui est éblouissante dans ce film. Il y a forcément des scènes d'intimité qui sont pas hardcore du tout là, mais ce que dit Louise Archambault, c'est que ces scènes-là d'intimité ne sont pas les plus difficiles, n'ont pas été les plus difficiles à tourner. C'était beaucoup plus difficile dans ce cas-là, par exemple, pour cette actrice de se déplacer tout en parlant et en attrapant un objet, par exemple. Parce que dans le cas de sa déficience, la coordination est difficile. Et donc, elles ont travaillé d'une façon très particulière ensemble. Et aujourd'hui, cette Gabrielle, on ne l'a pas revue dans d'autres films. Alors, c'était la Gabrielle, c'était l'actrice d'une réalisatrice. Et c'est un peu ça, probablement, qui se produit Enfin, en aussi France, c'est avec le assez choix de Kechiche. D'abord, petit rappel historique, vous savez ce que faisait Burt Lancaster dans la vie avant de devenir ce géant. Il était trapéziste. Quant à Clark Gable, qu'est-ce qu'il faisait? Il était pompiste. Donc si vous voulez, l'histoire du cinéma qui fait comprendre des gens, soit comme De Niro, qui ont fait des écoles de théâtre prestigieuses, soit qui viennent quasiment de la rue, c'est vieux comme le monde. La question, c'est de savoir si le résultat, qui est effectivement cette méthode Kechiche, qui est d'aller vers le désir et une certaine forme de naturalisme, Pas le seul. nécessite forcément de prendre des acteurs non professionnels qui ne feront pas des carrières. Je pense qu'effectivement, ça a réussi dans le sens où... Ne vous inquiétez pas, les acteurs- Pascal, je vous suis. Oui, à mon avis, oui, parce que déjà, il leur demande de s'inspirer d'eux-mêmes, il leur demande une grande naturelle. Moi, il y a une scène dans le film, la scène, alors là, vous allez me dire, ce sont des acteurs non professionnels, ce sont des brebis, enfin, c'est une brebis qui va mettre bas, et elle met bas devant nos yeux, Et ça vous a deux ébloui. jumeaux, d'ailleurs. Comment? Non, mais il y a Amine qui les prend en photo, Amine étant le personnage principal, qui est un peu l'alter ego d'Abdelatif Kechiche, il Yes. le dit lui-même, parce que c'est un apprenti scénariste. C'est l'observateur du groupe. Et il observe ça. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était une mise en abîme d'Abdelatif Kechiche. C'est-à-dire qu'il ne met pas donc, des jeunes agneaux, mais presque, il met devant lui ces jeunes gens, il les pousse, il les laisse parler, ça dure longtemps, il attend, et il a cet instant de vérité. Et je ne sais pas, alors certainement qu'avec des artistes confirmés, ça Donc, pourrait l'accouchement arriver. de la brebis.
L'accouchement de la brebis, mais on peut, Il n'est pas un peu fumé. on peut parler de maillot de Non, mais bain c'est et la tout. scène Non, qui a été cette scène existe. Cette mais scène a été très relayée sur les réseaux Mais sociaux, c'est- c'est celle qui fait le plus c'est une parler. scène sublime et j'ai Je l'impression. plaisantais. Et c'est une scène sublime et on a l'impression que c'est un petit peu la démarche. C'est-à-dire qu'il met ouais, devant lui de jeunes acteurs, même de jeunes personnes, et il attend de voir que quelque chose se passe. Et ce quelque chose se passe. Alors peut-être après des centaines de prises, et après c'est peut-être compliqué pour des acteurs confirmés ou qui ont peut-être un certain ego, là je ne sais pas, peut-être que je m'avance, pense qu'on n'avait pas de tort. jouer ce rôle-là, parce que ça doit demander une patience infinie. Depardieu improvise souvent. Oui, mais là, je pense que c'est... Toujours Depardieu. Oui, c'est Mais le problème- c'est Toujours Depardieu. Ou alors Isabelle Huppert, malgré son énorme talent, aujourd'hui, c'est Isabelle Huppert. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une stature, on les connaît. Ces jeunes gens-là, on ne les ça, connaît pas. Et il y a une vérité qui se dégage de ce film qui est extrêmement réussie et je pense qui est liée à cette méthode de travail. Comme il a mis des pompes vernis, il va avoir le droit de poursuivre sa réflexion, car je vous ai interrompu, après on passera de l'autre côté. Non, très rapidement. Je crois que c'est ça aujourd'hui la raison. Une des raisons pour lesquelles certains réalisateurs, donc Keshish, mais il y en a eu d'autres avant. Hein, vous pouvez regarder, il y a un film magnifique qui s'appelle Le Trou de 1960 de Jacques Becker, qui raconte 5 types en prison qui veulent s'évader. Parmi les 5 acteurs principaux, il y en a 4 qui sont des acteurs, des comédiens amateurs, voire qui ont fait de la prison. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un bon nombre d'acteurs. On parlait de Depardieu ou Duper ou d'autres. C'est vrai que ou Belmondo ou Delon ou Richard à l'époque. Ah oui. enfin, non mais ou le Le conservatoire. Oui, mais justement, en même temps, le public demande du Delon, demande du Belmondo, demande du Depardieu, etc. Mais pour certains Pas réalisateurs, de conservatoire du tout. ça devient un handicap parce qu'à la fois c'est quelque chose avec lequel on peut vendre un film, puis d'un autre côté, c'est compliqué véritablement de leur faire endosser un rôle. Des Daniel Day-Lewis ou des Meryl Streep, il n'y en a pas tous les jours. Or, quand vous prenez des acteurs amateurs ou pas du tout connus, vous pouvez les passionner, vous pouvez leur faire. Surtout quand il s'agit de questions liées à l'adolescence. Oui, ou des situations particulières, comme parlait tout à l'heure Catherine, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est handicapé et puis qui pourra finalement mieux jouer, ou Bande de filles, ou Dipan de Jacques Audiard aussi. Il a pris, voilà, même le Sri un Lankais prophète. qu'il a pris. Dans Un prophète, il avait écrit des acteurs absolument inconnus, à part Nils Astrup, c'est tout. Mais après, Timbuktu, ils sont devenus de grands acteurs, mais c'est vrai que parfois, il faut être avec de jeunes talents. Alors, est-ce que vous avez ressenti de l'autre côté, justement, l'autre aspect qui est venu après la vie d'Adèle, qu'on considère comme sulfureux, justement, d'Abdelatif Kechiche, qui est, disons, cette caméra qui n'est jamais loin du corps des autres, pour simplifier, pour être bien élevé. Elle est très, C'est très aussi- proche. Hein. C'est-à-dire que c'est lié. Hein. Pour revenir juste sur les acteurs non professionnels, il n'y a pas de souci, puisque beaucoup de cinéastes l'ont fait avant lui. Il n'a rien innové. Pour autant qu'on les respecte, ces acteurs, et d'autant plus s'ils sont nouveaux dans la profession, et pour autant aussi qu'on respecte un certain nombre de règles dans le code du travail. C'est-à-dire, c'est pas nouveau qu'au cinéma, on déborde sur les horaires de travail, mais c'est pas possible de se retrouver comme réalisateur avec une fronde à la fois de la part de ces actrices et de ces techniciens, parce qu'on l'oublie. Alors, oublions l'ego des actrices, peut-être que ça leur a monté à la tête, mais quand même, dire 10 jours pour faire une scène ou des scènes de sexe, puisque dans la vie d'Adèle, il y en a plusieurs, 10 jours, et les refaire, à n'en plus pouvoir, il y a un problème. Et que tous les techniciens, absolument, apparemment, pratiquement tous, se plaignent et quitter le plateau en plein cours du film. À un moment donné, Kechiche, il doit aussi se poser des questions. Il a beau être génial, on n'est pas seul sur Terre. Alors, pour revenir à votre question, moi, j'ai un petit souci. Je ne suis pas aussi enthousiaste que vous. Je trouve qu'il est quand Je n'ai même... pas parlé d'enthousiasme. Non, il est quand même très à contre-courant. Alors, c'est vrai, il les filme, ces femmes, surtout les culs, il faut bien reconnaître, les culs des femmes et les cheveux, parce qu'il a aussi une obsession avec les cheveux, de très près. C'est magnifique, il y a une photo fantastique, une lumière géniale. Mais il est à contre-courant de ce qui est en train un peu de se passer dans le cinéma, où on essaye quand même de faire la différence entre les femmes, le désir des femmes. En fait, ce qu'il filme, c'est ça, c'est le désir que suscitent les femmes auprès des hommes. C'est ça son Oui, mais sujet. elles Il n'y a sont pas libres. d'autre sujet. Oui, mais elles sont quand même libres. Alors là, je suis pas d'accord parce que justement, oui, effectivement, il les filme de très près. Et effectivement, justement, pourquoi pas ne pas être à contre-courant? Pourquoi on n'aurait pas le droit de filmer les Qu'elles fesses se des prêtent femmes au de jeu. très près? Non, mais là, elles sont Et que c'est le le désir désir. féminin. Les hommes, on les voit un peu comme des textes avérés, c'est-à-dire comme les loups là. Ils sont là. Ah oui, c'est des pendant que elles sont prédateurs, en sublimes, fait. ces filles. Et Amine, lui, Oui, il oui. est en retrait. Et non, moi, alors là, je suis pas d'accord. Je trouve que, au contraire, il les sublime. Puis il y a une Il est légère. sublime, terminé, Pascal. il est Il y a une sublime, légèreté il est dans- sublime, mais moi je n'ai pas de problème, je ne suis pas dans le courant puritaniste, donc je n'ai pas de problème. Là, le problème c'est que le seul sujet de son film,
c'est le désir que les femmes suscitent auprès des hommes. Et ça, moi, j'ai un problème. Et alors, je reviens juste Non, je sur... ne peux pas être d'accord avec ça. Bah, alors, Non, je peux pas être d'accord. Allez je reviens. jusqu'au bout et On après les va contradicteurs. voir s'il arrive cette fois-ci, puisqu'apparemment, ces acteurs sont contents. Puisque je vous rappelle quand même que La vie d'Adèle, son projet, c'était faire 2-3 films. Ici, eh bien, nous aurons l'occasion de suivre la vie de Amine et toutes les femmes qui l'entourent, puisqu'il compte expliquer sa vie jusqu'à 45 ans, si j'ai bien compris. On verra, on peut pas prédire l'avenir. En tout cas, je ne suis pas absolument sûre que j'irai voir Laura, et après on viendra toute la série. à la contradiction. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces films suscitent les débats et les ébats. Alors, la première chose que j'ai envie de dire sur la première question qui était catapultée, à savoir est-ce que mettre des jeunes comédiens non avertis de la circonstance cinématographique, c'est vieux comme le monde. Je suis sûr que même le premier film de l'histoire, Les Frères Lumière, les gens qui allaient à la gare, ils n'étaient pas au courant et ils étaient figurants et acteurs malgré eux dans ce film. Vous avez eu la gentillesse de citer Woody Allen. On se souvient de Mia Farrow, mais la toute première fois que Meryl Streep joue dans un film et qu'elle est vraiment portée au pinacle et mise en avant, c'est dans un film du jeune débutant Woody Allen au milieu des années 60. Mais Elle elle n'était pas était du tout actrice connue. de formation, c'était pas quelqu'un. Oui, mais elle n'était pas connue. Elle n'avait pas encore fait connue, ses armes. Oui. solide formation d'actrice. Je vais donner un autre exemple. Une de vos idoles, Spike Lee, qui a révélé Halle Berry, Denzel Washington, Samuel Jackson, tous ces gens-là. Donc de ce côté-là, c'est un procès d'intention mal intentionné. En ce qui concerne maintenant l'esthétique du film, moi, je suis assez d'accord avec l'axiome selon lequel ce qui est important, c'est le résultat. Personne n'était sur le tournage. On entend des sons discordants. Certains disent que c'était un tortionnaire, d'autres disent que c'est un génie créateur. Moi, ce que je vois, c'est des acteurs sublimés à l'écran et une manière aussi d'appréhender le tournage. Le découpage technique laisse place plutôt à des plans séquences et pas à des trucs assurés, formule, publicité. Donc c'est un parti pris esthétique. Il aime filmer les cheveux, rapprocher du corps. C'est son choix. Et moi, j'ai pas à redire dessus. Voilà ma conviction. Le web, et après on viendra à Non, mais l'objection je de suis Michel. entièrement d'accord avec Amobé et Estelle. C'est pas uniquement le désir de l'homme qui est filmé, c'est aussi montrer à quel point ces femmes sont bien, ces jeunes filles, sont bien dans leur basket. Elles ont des formes, on les voit. Ça change de tout ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux avec une maigreur absolue. Et je suis allée consulter les comptes des actrices pour voir ce qu'elles postaient avant d'être portées à l'écran. Et elles se montraient. Elles dansent, on voit des chorégraphies où depuis leur plus jeune âge, elles sont très à l'aise avec leur corps. C'est aussi pour ça qu'il les a choisies. Et elles n'ont pas de problème à poser en maillot de bain, mais pas avec des poses suggestives et malsaines. Juste, elles sont bien dans leur basket. Et je trouve qu'en tant que femme, ça fait du bien de voir ça. Et j'ai pas du tout perçu ce côté le désir de l'homme uniquement. Je rappelle que le film s'appelle Make to My Love Canto Uno. Vous vouliez ajouter un petit bémol? Oui, non, simplement, je n'étais pas d'accord avec Pascal par rapport, je ne crois pas que c'est juste le désir. Et surtout, il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est essentielle, c'est que le film est situé à une époque bien particulière. Le film a lieu en 1994, pas en 2018. Et je crois que ça nous montre aussi tout ce qui s'est passé du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on réagit comme Pascal le faisait ou certains peuvent le faire. Alors que justement, ce que le film montre, c'était que dans les années 90, on est tous passés par les années 90, on était plutôt jeunes à ce moment-là. On avait 20 ans, on avait l'âge des personnages. Et il y avait une légèreté. Il y avait une légèreté qu'on retrouve dans ce film. Il y avait une évidence, il y avait une facilité, il y avait une mixité aussi, parce que la place là des Arabes dans le film et des Blancs et tout ce que vous voulez, eh ben, elle est très différente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et il y a, pour moi, ce film, c'est une sorte de cristallisation de la légèreté des rapports hommes-femmes. Alors oui, on mate, mais tout le monde mate, une innocence, une facilité, une aisance, une évidence. Et il fait ça avec une évidence lui aussi. Voilà, de toute façon, suivant la célèbre formule de ce penseur célébrissime Luis Fernandez, structuralisme du football, toute personne qui est visible finit par être visée, ce qui est le cas d'Abdelatif Kechiche. 23e album pour Françoise Hardy. Encore une fois, elle a choisi de s'entourer de talents confirmés, toujours chic et moderne, allant de la grande Sophie à Yael Naïm, en passant par le réalisateur François Ozon, qui a réalisé les images du premier clip, dont nous regardons un extrait. Nous parlerons ensuite évidemment de Françoise Hardy, une artiste française que tout le monde connaît évidemment, qui est à la fois secrète mais qui parle beaucoup, oxymore, formidable, pourtant culte dans de nombreux pays. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large, aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucun
aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Voilà, album de Françoise Hardy, le 23e. Qui est fou? Qui est fou de Françoise? Je ne suis pas folle de Françoise, mais c'est vrai qu'autant le film d'Abdelatif Kechiche était de la légèreté. Là, je dirais pas que c'est plombant, hein, mais c'est d'une beauté incroyable. C'est vraiment, je trouve que c'est un album qui ressemble à Françoise Hardy, sans faire de la photocopie, hein, loin de là. On retrouve sa voix et c'est comme un écrin. La grande Sophie là vient de signer la chanson, hein, Le Large. Elles sont amies depuis toujours, et je trouve que c'est un album déchirant parce que c'est vrai qu'elle a été très malade, elle a failli mourir, et là, vraiment, moi j'ai ressenti ça avec cet album, aussi bien musicalement que dans sa voix. Alors, elle a l'air apaisée, mais en même temps, voilà, on a l'impression qu'elle solde un peu c'est sa vie. Elle nous parle de Jacques Dutronc avec des chansons comme... C'est l'éternel amour. Ah, mais c'est tellement beau, personne d'autre. Le message personnel, Trois évidemment. petits tours où, à la fin, il y a un homme qui sifflote. J'ai l'impression que c'est Jacques Dutronc. Et comme on voit comment elle était amoureuse, on le sait, mais là, dans les textes, c'est écrit. Et lui, il était là sans être là. Et qu'on pense que c'était l'icône de Mick Jagger, et pas seulement que Bob Dylan était amoureux d'elle. Et qu'elle était là à attendre, parce qu'elle le dit, qu'elle attendait Jacques Dutronc. Enfin, c'est un très bel album. Alors, c'est juste, il faut avoir le moral, quoi. Voilà, c'est tout. Mais, non, parce que... Non, mais c'est d'une tristesse infinie. En même temps, c'est apaisé. Mais enfin, vous savez, à ce moment-là, si vous rentrez dans ce registre-là, Verlaine, Rimbaud... Il pleut beaucoup en ce moment sur Paris. Ah oui, voilà, donc, non, mais c'est on retrouve... alors, elle déteste ce mot, mais Françoise Hardy reste une icône. Je suis désolée, Françoise, vous êtes une icône. Voilà. Michel Cherouti. Oui, alors ce qui est impressionnant avec elle, c'est qu'effectivement, sur bientôt, je ne sais pas combien d'années de carrière, là maintenant, sur 55 ans de C'est carrière... une femme, donc on ne le dit pas. Sur 55 ans de carrière, j'ai dit, je ne vais pas parler de son âge, ou je ne sais pas combien d'années de carrière, enfin bref. Évidemment, elle a toujours été dans ce registre-là. Alors avant, elle chantait les amours difficiles quand elle était plus jeune. Maintenant, elle chante le temps qui passe et la vie qui s'en va, ou les amours perdus et autres. Mais il y a une continuité qu'on peut accompagner dans sa vie. Et puis surtout, il y a sa voix. C'est vrai que sa voix, elle est toujours là. Sa voix qu'elle qualifie, et qu'elle qualifiait à l'époque dans un documentaire que j'ai vu qui s'appelle Françoise Hardy, La Discrète, qui était passé sur une chaîne qu'on connaît bien ici, qui est Arte, magnifique docu. Il disait qu'elle avait une voix blanche, paradoxalement, mais qu'elle chantait juste. Et c'est vrai, mais paradoxalement, effectivement, elle a une voix blanche, mais une voix qui a tellement de personnalité, justement, dans le fait qu'elle ne rajoute rien, qu'on est pris par ça. Et puis il y a une chose qui me frappait aussi quand j'écoutais ce disque, et quand j'ai réécouté certains autres titres, qui a fait, je pense, aussi le succès de Françoise Hardy, c'est comme elle est tellement dans le minimalisme, tellement dans l'épure, dans la sobriété, il faut réussir à pas être mièvre quand on fait ça. Et elle a un vrai phrasé quand elle chante. C'est pas un truc qui est gnangnan, tralali, tralala. Elle a ce phrasé d'un comédien. Donc elle est à la fois... Chante très bien, vous avez remarqué, gnangnan, tralali, tralala. Oui, allez-y. Non, mais elle est à la fois chanteuse, elle est musicienne, elle est poète parce qu'elle écrit. Et puis, il y a un côté vraiment comédienne dans sa façon de s'approprier les textes et de les rendre en chantant sur des choses qui sont très simples, qui paraissent minimalistes, mais du coup, qui ont une envergure, une profondeur, c'est une légèreté profonde. Un côté un peu envoûtant. Ah, ouais. Catherine. Alors, j'ai envie de dire merci à ce groupe finlandais, Poets of the Fall, qui a réactivé la machine Françoise Hardy, réactivé sa créativité, parce qu'elle a dit, elle disait encore tout récemment, c'est fini, je ne chanterai plus, je ne ferai plus d'album, je n'ai plus rien à chanter. Et elle a entendu une chanson de ce groupe finlandais, Poets of the Fall, et elle a trouvé ça merveilleux. Elle a fait une adaptation en français, ça donne une très très belle chanson qui est sur ce disque-là. Et puis voilà, le reste a suivi très rapidement. D'ailleurs, c'est un album qui s'est écrit très rapidement et un album, faut-il le dire, qui semble être un album testament. Ce clip-là de François Ozon m'a fait penser tristement au clip Lazarus de David Bowie.
également à You Want It Darker de Leonard Cohen. Il y a vraiment quelque chose dans les adieux. Alors, j'ai écouté pour la première fois cet album à l'aéroport. Je regardais le tarmac et les avions qui décollaient. J'avais les yeux dans l'eau. Il pleuvait, évidemment. J'étais vraiment dans un état de mélancolie profond. Crépusculaire. Mais c'est un cadeau, cet c'est un bel album-là. album. Alors, pour revenir à sa voix, une voix blanche, oui, une voix fragile, mais en même temps tellement présente, qui mord. Hein, C'est elle le mord paradoxe. dans le texte. Donc, de l'enthousiasme, de l'enthousiasme. Y a-t-il un bémol dans l'enthousiasme? Non, petit détail sur ce clip, parce que c'est vrai que, bon, effectivement, il faut Pascal. être un peu dans une ambiance, il faut être fan de Françoise Hardy, il faut être un peu, avoir le moral ou être dans la mélancolie. Et voyez ce clip qui vaut la peine. C'est le premier clip que François Ozon réalise. La maison de disques est allée le trouver, lui a dit voilà, on te propose. On en a vu un extrait donc au début Voilà. du sujet. Oui. Réalise ton premier clip, ce sera peut-être le dernier de Françoise Hardy. Donc ça, Bah, ça dit arrêtez tout. d'enterrer Ah, Françoise ben, Hardy, c'est ça eux qui suffit. l'ont dit, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Et alors, donc, ils se connaissent, hein, puisque lui, c'est Bah, un ça, fan. Il a utilisé plein de chansons, hein, notamment dans Jeune et Jolie, dans tous les films, dans 8 femmes. Il y a plein de chansons qui sont chantées par les actrices. Et donc, il s'y est collé. Enfin, c'est-à-dire, il avait envie de lui faire ce cadeau, ce plaisir. Et alors, il l'a filmé de manière très... C'est un peu une icône bergmanienne, comme ça, qui avance. Alors, on comprend qu'elle parle d'une certaine manière à son fils, hein, puisqu'elle dit « Quand je prendrai le large, tout ira bien », etc. C'est vrai que c'est tristouné, mais c'est une très, très belle chanson. Et c'est en noir et blanc, puisque François Ozon venait de finir Franz. Il l'a fait en très peu de jours, mais c'est un bel hommage, c'est un bel... Côté Bergman. bel- Amobé Hardy. On est plus dans le spleen que dans l'idéal, mais on a l'impression vraiment que point à l'horizon peu lointain la grâce d'un monument monumental talent, de la chanson française. Diantre, que dire? Que dalle. Je m'installe pour vous dire mon plaisir, ici, mon cher Guillaume Durand, de constater que cette Françoise Hardy a atteint le firmament. François Ozon, premier clip, il revendique effectivement des accents à la Ingmar Bergman, parce que la mélancolie, etc. Mais moi, je dirais que c'est plutôt l'album de la résilience, parce que c'est quelqu'un qui avait dit « basta, j'arrête tout ». Et en fait, elle revient avec un album sur lequel elle pose ses émotions, les confie à d'autres, parce que c'est aussi l'une des rares qui pourrait écrire, mais elle a choisi de faire appel à des auteurs et à des compositeurs. On a bien sûr Yael Naïm, mais elle atteint une telle grâce que je suis sûr que si elle avait fait appel à Christine and the Queens, ça passait tout autant, ou même à Kerenan, parce qu'aujourd'hui, on sent que le poids des ans ayant fait son œuvre, eh bien, elle a atteint cette plénitude. Et pour conclure, je dirais que avec cet album, on se réconcilie peut-être avec une période où elle a détesté elle-même. Toute cette génération des yéyés a toujours un peu, à un moment donné, tourné le dos aux premières années. Et là, on a l'impression, comme tu disais, Estelle, qu'elle est apaisée. Il y a un moment dans sa carrière où, comme d'autres, comme France Gall, ou on pourrait citer d'autres chanteuses, cette période yéyé était un peu comme un boulet. Elle s'en sort. De Seras-tu là de Ah, elle est Michel magnifique. Berger. Ah oui, oui, elle est Juste, extraordinaire. Magnifique. Magnifique reprise. Parfait. Que Satisfait, ferais-je sans toi, mon cher Amobé? Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, quand on parle du clip de François Ozon, dans ce clip, il utilise beaucoup d'images d'archives. Et c'est à l'image de ce qu'on trouve sur Internet. On la voit aujourd'hui, mais on la voit à ses époques yéyé. On voit plein de magnifiques photos de Françoise Hardy. Et sur Internet, c'est impressionnant la communauté de fans qu'elle a, mais de fans de tous les âges, même des jeunes filles qui deviennent fans de Françoise Hardy, qui ne l'ont pas connue, évidemment, à cette époque-là, qui revoient la vidéo de Lina où elle participe au Petit Conservatoire de Mireille, qui est vue des dizaines de milliers de fois. Et actuellement... Ah, pourquoi vous me regardez quand vous parlez de petit conservateur? Non, mais pour ceux J'ai qui nous très bien regardent, connu Charles tout le monde le sait. Baudelaire. Tout le monde ne sait pas. Léo Ferré. Tout le monde ne sait pas. Il y a des jeunes téléspectateurs qui nous regardent. Bien sûr. Que Françoise Hardy a participé au télécrochet de l'époque. Et d'ailleurs, elle dénonce le télécrochet actuel en disant ils ont des voix beaucoup trop fortes. On ne laisse pas la place à des voix comme la sienne, d'ailleurs, Oui, évidemment, parce que- aujourd'hui. Donc, Attends, c'est et le championnat du monde des hurleurs. elle est assez active sur les réseaux sociaux. Ouais. Et elle est magnifique, cette chère Françoise. Et nous lui souhaitons donc un succès fantastique pour cet album. Alors, nous allons maintenant passer à un moment qui est quasiment historique, c'est un moment qu'on retrouve toutes les semaines, qui là, effectivement, c'est parfaitement contradictoire, mais c'est ce qui fait notre charme, car nous sommes contradictoires. C'est le zapping culturel francophone. Le voici, le monde entier nous l'envie. Tombé du ciel à travers les nuages.
Ils ont grandi à l'ombre des géants. Le Cervin, leur point de repère, et un autre emblème national, Pirmin Surbriggen. Le plus grand champion de l'histoire du ski suisse est le père de Maria, la voix de Wintershoom. Delia à la basse et de Pirmin Junior au clavier. À Paris, dans cette exposition, tout ce qui nous entoure a été créé par des robots. Des machines de plus en plus intelligentes, capables de réaliser de nouvelles formes virtuelles. Il était une fois 3 petits cochons qui aimaient jouer, chanter, dans un décor conçu comme un dessin d'enfant. Les bleus, on les met de côté pour faire une cheminée. Yes, I am an African, so proud of African. En fait, c'est la préfecture, il y a quelques années, que j'ai passé pour renouveler ma titre de séjour. Il y avait un monsieur qui m'a juste fait comprendre que j'avais pas ma place en France. Dans la jeune ville de Québec, au moins 10 000 esclaves au Canada, jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Historien et rappeur, Ali Ndiaye offre des tours guidés du Vieux-Québec pour faire sortir de l'ombre l'histoire des esclaves de la Nouvelle-France. Ces notes, elles sont nées dans les ruines de Damas. Ayam Ahmed, c'était le pianiste de Karmouk en Syrie. Andrew aussi se lie d'amitié avec Serge Gainsbourg. Scénariste, réalisateur et photographe, il suit le couple mythique partout et les photographie en toute intimité. Voici un sujet passionnant qui est la folie du dictionnaire, non pas du dictionnaire qu'on utilise pour écrire ou qu'on utilise pour s'enrichir, mais le dictionnaire qui est devenu un genre littéraire en soi, avec le succès par exemple, et ce sont les plus célèbres dans l'espace francophone, des dictionnaires amoureux de plomb. Le dictionnaire se décline désormais à toutes les sauces et chez tous les éditeurs. Pourquoi sort-on des dictionnaires surtout ? Pourquoi fait-on appel à des gens célèbres pour justement vendre ces dictionnaires et surtout d'abord et avant tout les écrire? Nous en débattrons après ce sujet de la RTS consacré à Metin Arditi, qui est l'auteur du dictionnaire amoureux de la Suisse. Ah, la Suisse, ses montagnes, ses banques, son chocolat et son histoire qu'on aime à raconter en livres variés depuis quelques années pour quelques beaux succès de librairie. Cet hiver, voilà qu'elle se conjugue à la manière d'un dictionnaire de A comme Alinghi à Z comme Jean Ziegler. La Suisse, c'est mon pays. Le peuple suisse est un peuple splendide. Un pays et un peuple que célèbre aujourd'hui Metin Arditi, auteur de ce dictionnaire amoureux, même si l'amour ne fait pas tout. Oh, le cœur, il a toujours la raison comme interlocuteur, n'est-ce pas? Il n'est pas seul à décider. Si l'auteur genevois d'origine turque fait la part belle aux régions, aux traditions et aux institutions helvétiques, son ouvrage vaut surtout pour sa galerie de portraits du mythe fondateur Guillaume Tell au héros contemporain Roger Federer. Entre ces deux bornes, nombre de grands noms et quelques points communs entre eux. Ce que l'écriture de ce dictionnaire m'a appris, c'est que la Suisse et les Suisses trouvent leur fondement dans la nature. Cette nature est magnifique, mais elle est dure, elle est difficile, elle est exigeante. Et le résultat, c'est des fortes têtes. Les fortes têtes, elles sont légion dans ce livre où Benjamin Constant côtoie Christian Constantin, Jean-Luc Godard ou Christophe Blorer. De quoi titiller ces Suisses qui n'aiment guère les têtes qui dépassent, à moins que ce soit autre chose. Le souci en Suisse, ce n'est pas tant la tête qui dépasse, c'est le risque de dictature. Et tout est conçu dans le système politique pour éviter que quelqu'un prenne un ascendant sur ses concitoyens. En Suisse, le souverain, c'est le peuple. Un peuple qui semble plus que jamais curieux de son histoire et de celles et ceux qui l'ont faite, héros, artistes ou aventuriers. Voilà, ce dictionnaire amoureux de la Suisse a rencontré un grand succès. Est-ce que c'est devenu un genre littéraire en soi? Voici la question, les réponses. Estelle? Oui, à mon avis, parce que justement, on demande à des gens amoureux ou des gens spécialistes dans leur domaine de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est vrai que la différence avec un dictionnaire normal, c'est que là, on vous donne des faits. C'est très factuel, c'est froid, c'est l'explication du mot. Il y a une pédagogie. Le Larousse, le dictionnaire de l'Académie française. Exactement. Alors que là, on demande à des gens, alors c'est vrai, choisis vraiment parce qu'ils aiment Antoine Decaune pour parler du rock, Philippe Solers, Alain Rey qui est un amoureux des mots en France. Et vraiment, on leur demande une dimension subjective. Et même les entrées sont subjectives.
subjective, c'est-à-dire que vraiment, effectivement, c'est par ordre alphabétique, c'est une évidence, mais après, les entrées sont surprenantes. C'est là aussi, j'imagine, le succès de ces dictionnaires, parce qu'en plus, maintenant, on peut avoir toutes les réponses sur Internet. Il suffit d'aller sur Wikipédia. Et donc là, on est vraiment dans une autre dimension qui touche à l'affect, qui touche aussi à une plus grande culture. Mais je trouve dans les dictionnaires aujourd'hui, il y a une sorte... La recette fonctionne parce que j'ai l'impression que ça reprend un petit peu le succès des réseaux sociaux d'une certaine manière. C'est un petit peu comme si vous allez consulter les comptes Instagram ou autres des célébrités. Parce que les gens qui font ces dictionnaires, souvent, sont des auteurs très connus, voire des people. Ensuite, on peut aller picorer dans le dictionnaire comme on va picorer sur les différents comptes de réseaux sociaux, on prend ce qu'on veut. C'est complètement subjectif. C'est ça qui fait l'attrait des différentes définitions. C'est-à-dire que c'est le sentiment que l'auteur a par rapport à... des anecdotes. Voilà, c'est ça, les anecdotes. Donc on partage un bout de vie, et puis il y a un côté quand même informatif aussi, comme on peut le retrouver dans certains réseaux sociaux. Donc ils ont réussi avec un objet papier, aujourd'hui, qui marche formidablement bien, à s'inscrire, à mon avis, dans une sorte d'ère du temps de ce que sont aujourd'hui la façon dont on consomme peut-être Internet ou certains réseaux sociaux. Et ça marche. Enfin, Plomb, pour son dictionnaire amoureux, en l'occurrence, en vend... Mais vraiment beaucoup par année, c'est des 30 dizaines... 000 en moyenne par dictionnaire. Dans les sujets qui sont évidemment totalement différents, parce qu'il y a des sujets qui balayent tous les sujets. Catherine. Et cette subjectivité dont vous parliez à l'instant, elle est évidente dans le cas du dictionnaire amoureux du Québec, justement, qui a été écrit par Denise Bombardier. Elle l'a sorti en 2014, mais elle a mis 3 ans pour l'écrire. Elle raconte qu'elle y pensait jour et nuit, qu'elle se levait dans la nuit pour noter une nouvelle idée de mots. Et clairement, elle est prisonnière de sa génération, de sa culture, de son éducation. À la lettre T, par exemple, de ce dictionnaire, on retrouve le mot tutoiement, qui est très répandu au Québec, mais elle n'en revient toujours pas. À la lettre Q, on retrouve la lettre Q. Et j'ai appris qu'à une certaine époque, dans les écoles qui étaient gérées par des religieux, des religieuses, on ne prononçait pas la lettre Q quand on récitait l'alphabet. Alors ça donnait O-P-Q, R-S-T-U-V. Et là, il y a tout un paragraphe sur cette gêne qu'on avait de prononcer la lettre Q. Et provoquante Denise. Oui. C'est un peu son Oui. registre. Alors, un dictionnaire amoureux du Québec écrit par quelqu'un je sais pas, de 20 ou 30 ans aurait donné complètement autre chose. C'est sûr, ça serait différent. Ah, oui. Moi, j'aime beaucoup cette idée de dictionnaire qui scrute plusieurs univers. En Côte d'Ivoire, on fait des résumés résumatifs. C'est-à-dire qu'on va dans telle ou telle tendance et on en fait... Pour éviter les fautes d'erreur. Absolument, on en sort la quintessence. Alors moi, je me suis amusé à regarder un peu ce qui se faisait. Parmi mes préférés, il y a un dictionnaire qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, le Dico à l'usage des darons et des daronnes. Ça, c'est pour vous. Oui. Les darons, c'est papa et maman. C'est le parler Jones. Par exemple, vous comprenez rien aux chansons de Booba. Eh ben, vous allez dans le dico du daron et de la daronne et vous allez comprendre. Il y en a un qui a saisi mon cortex cervical, c'est le dictionnaire insolite des aptonymes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, pas du tout. Alors, un métier correspond au nom de famille. Exactement. C'est-à-dire, je suis... Catherine, bravo. C'est quand votre nom correspond à une profession. Je m'appelle le général de Gaulle et je deviens président de la Gaule, président de la République. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a les contre-aptonymes qu'on découvre dans ce dictionnaire. Je suis chanteuse et je m'appelle Véronique Sanson. Une chanteuse Sanson, franchement, ça le fait pas. Et pourtant, c'est comme si on vous appelait, je sais pas moi, Monsieur Leboeuf, Guillaume Leboeuf, et que vous étiez boucher. Fais attention à ce qu'il va raconter, car il va s'en prendre une. Et que vous étiez respectueusement bouché. Oui. Et voilà. Oui, mais vu les capacités de Guillaume à improviser, le bœuf, ça lui irait assez bien, finalement. Voilà, bref, mention spéciale et c'est génial. Cher ami, dans le dictionnaire amoureux, il y a un dictionnaire amoureux du surréalisme, il y a des dictionnaires amoureux. Oui, il y a des sujets belges, mais on va pas dire oui. Moi, j'ai plutôt fouillé dans les initiatives en Belgique qui ressemblent à un dictionnaire amoureux d'eux ou une démarche qui allie à la fois le savoir et l'approche personnelle. Et chez nous, il y a une petite collection, donc c'est pas des grandes collections, c'est toujours des petites choses chez nous, mais qui sont très bien faites. Il y a une collection qui s'appelle la petite BDTech du savoir chez le Lombard, où ils abordent des thèmes compliqués, inconnus, dans lesquels on a envie de se replonger. Et ils associent un expert et un dessinateur. Donc c'est de la bande dessinée qui aborde des sujets
très sérieux, comme par exemple l'art contemporain, les situationnistes, les abeilles, le conflit israélo-palestinien, tout ça vu à travers le dessin et le spécialiste. Il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect très personnel, et il y a un aspect brièveté dans le gros, si je puis dire. Voilà. C'est-à-dire que les gens adorent lire des livres relativement restreints. Oui. Et dans un gros livre, il suffit de choisir 3 articles et laisser tomber le reste quand on Mais je s'intéresse pense à un que dictionnaire, par exemple, de l'opéra. Ma chère Laura. Je regarde qu'il y a également l'aspect marketing quand même du mot dictionnaire qui est collé à un livre et qui Pourquoi quand permet vous me d'être regardez, vous pensez au marketing? C'est bizarre. Mais non, parce que quand vous un mauvais me citez regarde, il plusieurs pense à la aspects. boucherie et vous... Vous m'inspirez, vous citez plusieurs aspects, je rajoute l'aspect marketing qui est très fort. Je suis allée regarder sur Internet, dans une librairie en ligne française, des sites pour savoir combien il y avait de dictionnaires en vente. Il y en a 9 967. Alors, vous enlevez effectivement les vrais dictionnaires, qui correspondent à peu près à 25 à 30%. Il reste tous les autres, tous ceux qui ont voulu, même en écrivant un livre, utiliser le mot dictionnaire. C'est le cas d'Éric Dupond-Moretti, qui vient de sortir son ouvrage « Dictionnaire de ma vie », où là aussi, il y a la même porte d'entrée avec cet abécédaire. Donc, c'est vrai que l'élément marketing est important pour un éditeur dans la vente. Et Plon a même poussé le vice jusqu'à faire le dictionnaire amoureux du dictionnaire amoureux qui existe. Par Alain Ray. Où les auteurs expliquent comment ils ont conçu leurs ouvrages. Il y a même un festival du dictionnaire en France. La 3e édition a eu lieu le mois dernier. Ça s'appelle Dico Plaisir et ça a lieu au Mans. Bravo, bravo. Et c'est une idée de Jean-Pierre Coff. Une idée de Jean-Pierre Coff à l'origine. Au départ. Si on peut lui rendre J'aime hommage. beaucoup cette scansion, ces impôts. Et ça a lieu au Mans. Vous avez un petit coup de cœur? J'ai un petit coup de cœur, oui, j'ai un site internet qui s'appelle Artland, qui est un site qui met en relation tous les collectionneurs d'art avec les galeries dans le monde entier. L'idée, c'est vous postez sur ce site votre collection d'art, vos recherches si vous avez envie de certaines pièces, et ça va aller alerter toutes les galeries ou d'autres collectionneurs qui ont la pièce que vous voulez. Donc ça, c'est une sorte de guide géant, annuaire géant qui met en relation uniquement les professionnels avec les collectionneurs. Mais quelle est la différence par rapport à Art Price, par rapport à d'autres? Parce que c'est comme un réseau social. Une sorte de communauté, quoi. C'est une vraie communauté. Je Sécurisée. cherche un monnaie à 19 €. Est-ce que vous en avez un? Non, ça va pas être possible sur ce site. Ça, c'est plutôt sur les sites chinois. Mais Artland est très efficace. Vous m'avez l'air triste, ma chère Pascale Bourgault. Oui, parce vous êtes que moi, contrariée. Non, j'ai un coup de cœur et surtout un coup de chagrin. Je voudrais rendre hommage à Christophe Salengro, qui était le président de Groland, cette émission cultissime de Canal+, mais qui était aussi un acteur, un auteur, un comédien, le mec le plus drôle que je connaisse de la planète. Et il vient de disparaître, de nous quitter. Ce grand personnage longiligne avec des grandes oreilles, c'est ça? Voilà, qui nous a quittés il y a 15 jours. Hommage lui est rendu par 300 millions de critiques et par vous qui l'en regardez. Mon cher Amobé, en dehors de la boucherie qui me concerne, est-ce que vous avez un petit coup de cœur? Du zouk pour vous encanailler. Du zouk. Avec l'une des reines, l'une des 3 grandes. Vous savez qu'il y a donc Jocelyne Berroir, il y a Edith Lefel qui a disparu. Il reste Tania Salval. Elle nous invite, si vous êtes à Paris, au Trianon. Ce sera le 28 avril prochain, du zouk, avec une grande voix qui a notamment accompagné Johnny Hallyday. Ça, j'irai parce que j'ai jamais été à un concert de zouk. Eh bien, on vous accompagne. Catherine. Oui, une bande dessinée qui s'appelle La vie d'artiste de Catherine Oslo, qui est un drôle d'oiseau. Et d'ailleurs, elle se représente elle-même en oiseau, enfin mi-femme, mi-oiseau, parce que les artistes, on le sait, sont de drôles d'oiseaux qui s'envolent grâce à la création. Alors c'est un livre sur les affres de la création, justement, magnifiquement illustré, sur les doutes. Qu'est-ce qu'un artiste? Quelle lutte doit-il mener? C'est publié chez Mécanique Générale. Michel. Un abécédaire, un dictionnaire abécédaire philosophique. Remarquez un truc, vous n'avez pas décroisé les bras depuis le début de cette émission. Ah si, plein de fois, parce que je parle avec lui. Mais après, moi, je parle avec je vous disais, il a de l'arthrose. Non, j'ai pas l'arthrose. Il a fait une chute au ski. Un abécédaire donc philosophique que l'on doit à un auteur suisse du nom de Nicolas Tavalian. C'est paru chez Labor et Fides. Ça s'intitule Les mots de la tribu. C'est un très, 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 très joli voyage à travers une sélection de mots précisément de cet auteur et des concepts philosophiques qu'il essaie de nous expliquer. C'est plus un questionnement qui va de amour à zadiste en passant par Paris Hilton ou Wi-Fi, je vous jure. Paris Hilton est dans le dit dictionnaire. C'est une blague.
Pardon, non, c'est pas une blague. Il réussit à nous démontrer qu'elle est en réalité une sorte de subversion de la méritocratie. Je crois qu'elle est complètement disparue, cette pauvre fille. Voilà, enfin bref, elle a l'air encore Complètement d'exister. détrônée par les Kardashians. Oui, d'une certaine manière. Enfin, c'est un très joli voyage dans le questionnement, véritablement, plus que dans les réponses. C'est à ça que sert la philo. Estelle Martin. Alors moi, j'ai un énorme coup de cœur, mais je l'ai un peu volé à la Belgique et à la République démocratique du Congo, puisque c'est Baloji, rappeur belgo-congolais. Son dernier album, on l'a attendu 8 ans, est juste génial. Donc c'est 137 avenue Kanyama et vraiment c'est un franc-tireur et lui il se définit comme un Congolois puisqu'il est né en République démocratique du Congo mais son père l'a enlevé pour l'élever donc en Belgique et musicalement c'est d'une richesse, c'est-à-dire il y a aussi bien du hip-hop de sa jeunesse belge que effectivement ses racines congolaises, mais il y a aussi de l'afrobeat, de l'électro, c'est très très riche musicalement et il y a aussi que Catherine le programme beaucoup. Non mais elle l'adore et surtout la pièce bipolaire, c'est un verre d'oreille bipolaire. Et il y a un des chanteurs de l'Ok Jazz aussi qui intervient sur cet album. Donc encore une fois, qui est conçu comme un espèce de film. C'est vraiment, il y a vraiment une dimension cinématographique. Et allez voir son clip chamanique, Peau de chagrin, bleu de nuit. Ça lui a été inspiré par La Petite Mort. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Je voulais signaler, quand Yann Moix a obtenu le prix Renaudot avec ce livre de 1600 pages qui s'appelle Naissance, il avait entièrement construit le livre. Il s'était inspiré de ce livre, non seulement évidemment de sa vie, de ses problèmes et de son amour absolu de la littérature, à l'image de Céline, sur un dictionnaire qu'il a choisi spécialement, qui était un dictionnaire en 8 volumes d'un Larousse de 1907, où il allait chercher des mots d'une complexité extrême qui ont construit ce livre. Et je voulais signaler, parce que ça me fait plaisir, puisqu'on parlait un peu de pédagogie tout à l'heure, redire encore une fois l'existence de ces collections merveilleuses quand on va chez le libraire. Alors là, donc, c'est Terreur de Yann Moix, qui est un livre qu'il a écrit, vous savez, pendant 2 ans sur le terrorisme. Mais surtout, regardez, alors je pose le livre de Yann Moix, ça n'a rien de désagréable. Ce qui est incroyable dans ces collections, c'est l'énormité du contenu culturel et la faiblesse de l'objet. Par exemple, Céline, Voyage au bout de la nuit, Folio, quelques euros. Petit, par contre, pour les vieux, ça devient compliqué. Dora Bruder, chef-d'œuvre de Modiano. Vous allez vous acheter ça cet après-midi. La vie est ailleurs, chef-d'œuvre de Kundera, Folio, simplement ça. Et le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire un peu nous, 300 millions de critiques, eh bien voilà, c'est aussi donc dans Folio Classique. Et nous étions ravis de travailler pour vous. Bien que bouché à Maubé, tu vas en prendre une. Salut et à bientôt. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les ébats à me cheville au corps. Pas cette passion énergivore. Jus de poignet, vapeur de stupe, des draps souillés, sans amour propre.